C'est les États-Unis. Saddam Hussein était un agent des États-Unis. Bon, si vous ne le savez pas, cherchez, vous trouverez. Bon. Alors, ils ont fabriqué tout ça. Les mouvements islamistes les plus radicaux depuis Londres jusqu'un peu partout dans le monde sont financés par l'Arabie Saoudite. S'ils sont financés par l'Arabie Saoudite, c'est que les États-Unis sont quelque part d'accord quand même, parce que l'Arabie Saoudite ne fait rien sans l'accord des États-Unis. Alors, donc, cet épouvantail qu'ils sont en train maintenant de gonfler comme un énorme tigre en papier devant ces futurs pays des peuples arabes, l'islamisme radical, dangereux, à l'iranienne, je ne sais pas quoi, on va vous couper les mains, on va vous voiler, on va vous enfermer, on va vous imposer les tribunaux musulmans, on va vous lapider, etc., etc. C'est eux qui nous disent, hein, ils ne nous laissent même pas réfléchir par nous-mêmes. Bon, eh bien c'est eux qui l'ont créé. Et maintenant, ils nous disent, vous savez, une démocratie, c'est quand le peuple vote librement. Et si le peuple veut voter librement pour un nahda, on va aller lui dire, ah non, là, tu ne votes pas librement. La démocratie, c'est ne pas voter librement. Alors, mais c'est quoi? C'est un discours de schizophrène. Alors, ils deviennent schizophrènes, et ils veulent nous rendre schizophrènes. On porte au pouvoir les gens que veut le peuple, oui ou non, une bonne fois, qu'on nous le dise. Arrêtez de tergiverser. Bon, donc voilà pour le futur. Ces pays-là, donc cette Madame Clinton qui dit les démocraties que nous souhaitons, souhaitables pour qui, pourquoi, bon, vous le devinez très bien, eh bien, c'est aussi parce qu'ils ont une peur bleue que les peuples arabes ne portent au pouvoir, et c'est un peu pour ça que j'étais en Tunisie pendant 1 mois et demi, j'étais invité pour ça, j'y vais dans 2 semaines, et c'était pour participer à des colloques et des congrès de comment la Tunisie peut se donner un régime altermondialiste, un régime qui sort du capitalisme à l'américain dominant, un régime qui sort du néolibéralisme dominant, qui sort de la domination de l'Europe. Et ça, ils en ont une peur bleue. Ils ne veulent pas. Je parle des États-Unis, bien entendu, et derrière eux, tous les intérêts occidentaux que vous devinez. Et donc, pour éviter ça, ils brandissent notamment l'épouvantail islamiste, comme j'ai déjà dit. Alors, maintenant, le Canada et le Québec, et je termine avec ça, avec la crise économique que nous vivons, il est évident que partout, on va chercher des boucs émissaires. Et le bouc émissaire, depuis le 11 septembre, il est déjà tout désigné pour les Occidentaux en général. Le bouc émissaire qui est à la source de tous les maux. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que M. Harper rétablissait la fameuse loi qui permet d'arrêter sur simple faciès, sans aucune preuve, aucune accusation, rien, sur simple soupçon. Un policier peut arrêter quelqu'un qui a ma tête et l'enfermer pendant 3 jours, minimum, et un juge peut décider de m'enfermer encore plus si ses soupçons sont plus profonds que ceux du policier. Donc moi, Tariq, ce n'est pas des têtes qu'on a, c'est des pièces à conviction. Voilà. On marche dans la rue, nous sommes une pièce à conviction. Le flic, il nous arrête, il a la preuve qu'on est coupable, juste à notre gueule. Et ça, c'est Harper, aujourd'hui. Bon, alors, depuis qu'il est là, M. Harper, donc, ce que je crains, c'est qu'avec cette crise économique qui n'en finit pas de finir et qui ne finira pas, ils ne savent plus quoi faire, eh bien, la recherche de boucs émissaires va se canaliser de plus en plus vers celles et ceux qu'on désigne de 1001 façons, comme les ennemis de l'Occident, les ennemis du progrès, les terroristes, etc., et j'en passe, donc foncièrement les arabo-musulmans. Alors, si je commence par le Canada, M. Harper n'a aucune politique arabe, ou plutôt une anti-politique arabe. Les Arabes, ils les ignorent. Pour M. Harper, le monde s'arrête à la 2e chanson des Beatles, à Tim Hortons, le beignet et le pétrole de l'Alberta. Voilà le monde de M. Harper. Pays arabe, on ne connaît pas. Pendant
le gros de l'action des révoltes arabes, Obama a immédiatement convoqué l'ambassadeur de Tunisie, a convoqué l'ambassadeur d'Égypte, etc., leur disant arrêtez de tirer sur les gens. Harper n'a pas dit un mot. Il a parlé de la Syrie la semaine dernière de passage au Brésil, où il a dit ce que fait la Syrie, là, c'est peut-être pas très bien. Enfin, il ne sait pas trop. Il faudrait qu'il mange un beignet avant pour se faire une idée. Alors, voilà la politique arabe. En plus, appui inconditionnel, total, à tout ce que dit et fait Israël. Ça, c'est très bon pour donner un message politique fort au pays arabe. Si on pense au sort que M. Harper a réservé à Omar Khadr, le seul pays occidental qui a laissé pourrir dans les prisons de Guantanamo son ressortissant, le sort qu'ils ont réservé à Abdou Diouf, quand il est venu ici, il a été traité comme un brigand de grand chemin, fouillé au corps, emprisonné toute une nuit, je crois, à l'aéroport, et après, même pas reçu par M. Harper, aucun mot d'excuse, rien. Le traitement réservé à Maré Harar, le traitement réservé à des ressortissants canadiens, musulmans, pris dans des difficultés énormes au Soudan, au Kenya et ailleurs. Indifférence totale de M. Harper et de son gouvernement. Alors donc, le message du Canada, avec l'obsession sécuritaire maintenant, le traitement de faveur accordé à Belhassan Trabelsi, le gendre de Ben Ali, accueilli avec millions et domestiques inclus, même la femme de ménage. Et on nous dit dans un premier temps, ils ont la résidence permanente, alors qu'ils résidaient en Tunisie. C'est pas grave, ils résident en Tunisie, mais ils ont la résidence permanente ici. Après, on lui dit non, ils n'ont pas la résidence permanente, ils ont demandé le statut de réfugié. Et comme ils ont demandé le statut de réfugié, on est obligé d'appliquer la loi canadienne et d'attendre, de faire enquête, et on ne peut pas l'extrader en Tunisie parce qu'il risque d'être torturé. Mais en même temps, M. Harper extrade des Afghans en Afghanistan. En Afghanistan, ils ne sont pas torturés. Hein. Il n'y a qu'en Tunisie qu'on risque d'être torturés. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces sinistres plaisanteries? Est-ce que c'est une politique, ça? Est-ce qu'il y a une intelligence, une stratégie quelconque derrière cette politique arabe et derrière cette lecture du printemps arabe? Moi, je ne la vois pas, en tout cas pas de la part du Canada. Maintenant, pour ce qui est du Québec, évidemment, on ne peut pas le dissocier de tout ce qu'on vient de dire du Canada, mais quelques spécificités pour le Québec. C'est d'abord la fameuse commission Taylor-Bouchard. Bon, on sait très bien qu'est-ce qu'elle a remué comme débat et comme rancœur, et notamment encore autour des arabo-musulmans. À preuve, le sinistre, je ne sais pas s'ils font rire ou en pleurer, le code de vie de Hérouville. Tu connais ça, un code de vie d'un village du Québec qui dit, pendant les débats sur l'identité québécoise, etc., et les accommodements, est-ce qu'on doit accommoder les communautés visibles ou pas, laisser les Sikhs porter le turban ou non, le kirpan, blablabla, etc. Hérouville, un village du Québec, a pondu un code de vie, donc vous le savez sans doute, de sa municipalité, où il est spécifié qu'il est interdit de lapider, interdit d'exciser. Vous savez ça? C'est une loi d'un village québécois, les irréductibles, c'est Astérix et Obélix. Au Québec. Mais ils ont idée fixe. Hein. Pour ceux qui connaissent. Idée fixe, oui, ça. Bon, passons. Alors, interdit de lapider, interdit d'exciser, interdit d'empêcher la femme de danser. Quand même important pour la liberté de la femme qu'elle danse, non? Interdit de l'empêcher de se mettre en bikini, etc. L'émancipation de la femme sans bikini, c'est pas possible. C'est vrai, quoi. Hein? Bon, donc voilà. Alors, le Québec, commission Taylor-Bouchard, stigmatisation, encore une fois, en particulier de la communauté arabo-musulmane, ce sinistre code de vie de Hérouville qu'on a condamné, mais vraiment du bout des lèvres, et qui donne ce qu'il doit donner malheureusement de façon inconsciente et subliminale.
Et si on ajoute à ça le fait que la famille Trabelsi réside au Québec, dans un château de très grand luxe, Vaudreuil pour ne pas le nommer, et si on ajoute à ça le fait que au Québec, la communauté arabo-musulmane, maghrébine en particulier, a un taux de chômage qui est pratiquement le triple du taux de chômage moyen. Je ne sais pas quelle est la cause, je ne dis pas que c'est du racisme, ou peu importe, mais c'est un fait, on le constate. Alors même que cette communauté maghrébine arabo-musulmane est parmi les plus hautement qualifiées, qui a des qualifications dont le Québec aurait très grandement besoin. Alors, pour terminer, ce que je crains avec tout ça, c'est que ça ne suscite au Canada et au Québec des vocations de justiciers croisés comme celui de Norvège qui seront prêts à commettre l'impensable pour défendre l'identité et la civilisation occidentale. Merci beaucoup.